Je me présente, je suis Carole Rémini, déléguée générale de l'École de la philanthropie et j'ai avec moi Chloé Chidiac qui est chargée de développement pour l'École Bonsoir. de la philanthropie. Donc nous allons vous présenter toutes les deux en quoi consiste notre programme et je vous le disais, Thomas est aux manettes pour recueillir toutes vos questions, vos remarques, vos suggestions. Donc n'hésitez pas tout au long de la séance à nous poser des questions en flux tendu. Et je voulais aussi remercier Frédéric de la Fondation de France qui assure aussi la partie technique et qui nous soutient. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir rejoints ce soir après une longue journée de cours et une rentrée certainement qui se fait sur les chapeaux de roue. Un grand merci surtout de vous engager dans le programme de l'École de la philanthropie. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà expérimenté l'année dernière ou une année précédente, et pour d'autres ce sera une grande nouveauté. Quoi qu'il en soit, sachez que voilà, bravo et vous avez tous nos encouragements pour accompagner vos élèves dans la découverte d'une solidarité active. Et surtout, en fait, notre petite équipe est à votre disposition pour que tout se passe au mieux tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire. Vous avez nos coordonnées sur la plateforme de l'École de la philanthropie sur laquelle vous vous êtes inscrit. Donc vraiment, c'est avec grand plaisir que nous vous viendrons en aide si besoin et que également nous recueillerons toutes vos bonnes pratiques, toutes vos idées, toutes vos suggestions, toutes vos critiques, toutes vos photos ou vidéos que vous pourrez capter pendant le programme et tout au long de cette année. Alors, notre séance du jour, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour une petite heure de présentation, plus que de formation à proprement parler, où nous allons vous dire évidemment quelques mots sur l'École de la philanthropie, sur l'association, et puis surtout, Chloé et moi allons vous présenter le programme en essayant de défricher avec vous les principales étapes de ce programme. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de la session via le petit module de chat. Thomas, qui est avec nous, recueillera vos questions et puis nous ferons des pauses au fur et à mesure de cette présentation pour répondre aux questions. Donc, comme vous le voyez sur ce petit déroulé, nous allons vous présenter d'abord l'association pour que vous sachiez dans quel contexte vous vous situez, la plateforme que vous avez déjà pu découvrir, mais nous allons revenir sur les ressources qui sont à votre disposition, les étapes du programme, que ce soit pour le parcours sensibilisation ou le parcours action. Et puis, nous vous donnerons aussi un petit aperçu de ce que les enfants d'années précédentes ont pu mener comme projet philanthropique. Et puis, nous vous réservons quelques surprises d'actualité auxquelles nous vous convierons, si vous en êtes d'accord. Alors, c'est moi qui continue à prendre la parole, si ça fonctionne bien. Évidemment, on vous souhaite à nouveau la bienvenue. Et surtout, en fait, quelques mots sur l'École de la philanthropie. Donc, c'est une association qui a vu le premier jour, en tout cas, a vu le jour en 2011. Ça a été un programme qui a été incubé par les fondations Edmond de Rothschild, qui sont partis du principe, qui ont constaté tout simplement que dans les pays anglo-saxons, l'engagement des enfants au service de leur communauté, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou en dehors, cet engagement était vraiment encouragé dans les établissements scolaires, reconnu dans les évaluations et dans les programmes. Et à l'époque, évidemment, si les enseignants faisaient beaucoup déjà en termes de programmes solidaires, ça n'était pas encore encouragé en fait par le ministère. Et c'est venu finalement assez peu de temps après, en 2013, avec la loi sur la refondation de l'école, et puis par le fait que ce soit entériné aussi dans les compétences à acquérir dans le socle commun. Et puis ensuite, vous avez pu découvrir les programmes de MC
Et vous voyez à quel point tout ça a sa place. Donc, je reviens sur l'école de la philanthropie, un projet incubé en 2011. L'école de la philanthropie devient une association loi 1901 à proprement parler en 2012. Et en 2016, la Fondation de France rejoint les fondations Edmond Rothschild pour diriger et porter l'école de la philanthropie, ce qui est toujours le cas jusqu'à présent. Un point aussi particulier, c'est que l'école de la philanthropie a longtemps été uniquement présente sur le territoire d'Île-de-France, mais depuis la rentrée dernière, en fait, en 2018, l'école de la philanthropie a une antenne à Lyon, et puis nous tentons actuellement d'établir aussi des antennes à Strasbourg et Marseille pour être au plus proche des enseignants et de leurs besoins. Puis, vous l'avez découvert, en 2019, nous avons lancé une plateforme numérique pour permettre à tous les enseignants de France de pouvoir accéder au programme et de le mener en toute autonomie. Voilà. Alors, évidemment, quand on parle de philanthropie, on a parfois l'impression d'utiliser un gros mot, en tout cas un grand mot, avec parfois de la méfiance de certains, alors qu'en fait, on l'utilise dans une acception très large, qui est le don de soi, le don de son temps, de son énergie, vraiment en lien avec l'étymologie première de la philanthropie, qui est l'amour du genre humain, tout simplement. Et nous partons du principe également qu'il n'est pas nécessaire d'être riche ou adulte pour pouvoir agir sur son environnement, mais que chacun peut agir à sa mesure et que chacun peut être un levier de changement dans la société et qu'évidemment, ça s'apprend dès le plus jeune âge. La philanthropie s'appuie d'abord sur l'empathie, parce que pour bien aider quelqu'un, il faut pouvoir le comprendre, se mettre à sa place, comprendre ses besoins et non pas projeter ses désirs sur l'autre. Donc l'empathie est pour nous un noyau essentiel, c'est quelque chose qu'on a d'inné en chacun de nous, mais qui se pervertit un peu avec l'éducation et qu'il faut réactiver, notamment vous qui enseignez. C'est voilà, une action sur laquelle vous pouvez avoir un rôle considérable dans l'évolution des enfants. Donc la philanthropie, ça s'apprend et c'est évidemment un vecteur à l'engagement des jeunes, puisqu'on ne peut pas être philanthrope sans agir et voilà, sans vouloir transformer le monde qui nous entoure. La philanthropie est aussi intéressante pour nous parce que, évidemment, elle est un levier de développement personnel. J'apprends à ressentir, j'apprends à comprendre mon environnement, qu'il soit de proximité ou qu'il soit beaucoup plus large. Mais la philanthropie, c'est aussi le moyen d'agir ensemble et effectivement de développer la coopération, la collaboration. Et d'apprendre à réussir ensemble, à souder les talents de chacun pour arriver à un résultat optimal. Et puis, ce que les enseignants nous ont dit, en tout cas ceux qui ont vécu le programme durant ces 8 dernières années, c'est que la philanthropie est aussi un facteur d'amélioration du climat scolaire, tout simplement parce que en essayant de mener un projet de façon collective, eh bien on en oublie le bouc émissaire qu'il peut y avoir dans la classe, les talents de certains émergent et voilà, on se soude au profit d'un objet plus grand et plus beau que le seul environnement de la classe. Donc voilà, les nouvelles générations ont besoin de vous, de nous pour grandir et pour essayer de faire en sorte que demain soit toujours plus ouvert et toujours plus attentif en tout cas aux besoins des autres et notamment aux plus vulnérables. Et c'est ce qu'on vous propose de faire avec ce parcours. Alors, pour ne pas être trop longue, une petite photo sur l'association. Jusqu'à l'année dernière, effectivement, l'association, c'était 77 classes
en 2018-2019. Ça a toujours été à peu près le cas depuis la création de l'association. Mais on a vécu un grand boom avec la mise en œuvre de la plateforme que vous connaissez. La slide dit que vous êtes aujourd'hui 1200 inscrits au programme cette année. En fait, depuis ce matin, vous êtes un peu plus de 1500. Donc, vous voyez, ça forme une grande communauté et ça veut dire derrière plus de 35 000 enfants, donc petits philanthropes qui un jour deviendront grands. Donc, nous, ça nous fait très chaud au cœur. L'école de la philanthropie, je vous le disais, c'est une première équipe à Lyon et on l'espère très vite une équipe à Marseille et une équipe à Strasbourg. D'ailleurs, si vous connaissez des proches qui aimeraient s'engager bénévolement ou d'anciens profs qui sont aujourd'hui à la retraite, n'hésitez pas à leur faire signe. Nous sommes à la recherche de bénévoles. L'école de la philanthropie, c'est aussi un partenariat avec Nathan, puisque vous l'avez vu, nous avons révisé la première étape du programme en partenariat avec cet éditeur. Nous avons voulu vraiment vous donner le meilleur et construire avec des enseignants via la plateforme léa.fr de Nathan cet outil pour être sûr qu'il corresponde à vos besoins et à vos pratiques. L'école de la philanthropie, c'est aussi un soutien du ministère de l'Éducation nationale puisque nous avons un patronage du ministre et puis c'est aussi un agrément du rectorat de Paris. Et puis c'est aussi une formation, je pense que vous connaissez tous la plateforme Magistère par laquelle vous pouvez suivre des formations à distance. Eh bien, il y a un parcours sur la philanthropie et l'empathie, donc n'hésitez pas à explorer tout ça. Voilà pour l'association. Un petit mot sur la philanthropie, je vous le disais. Alors, la philanthropie, c'est évidemment, s'appuie évidemment sur l'empathie, donc sur la capacité d'un être humain à ressentir ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit, à se mettre à sa place pour aider, comme j'ai l'habitude de le dire, avec justice et justesse. Et puis, un philanthrope, c'est, je vous le disais, un ami du genre humain, du grec philos et anthropos. Donc voilà, c'est toute forme de générosité désintéressée et c'est ce qui en fait certainement la particularité si on essaie de la comparer à la générosité ou à la solidarité. Vraiment le désintérêt qu'on peut mettre dans une action philanthropique est essentiel pour nous. Justement, on a une question sur le mot de solidarité. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot de solidarité à la place du mot de philanthropie? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot de solidarité? Ne serait-il pas plus accessible pour les enfants? C'est vraiment ce que je vous disais. Alors, effectivement, le premier mouvement des enfants, quand ils entendent le terme de philanthropie, c'est de dire philantro quoi? Et à la fin du parcours, on vous promet qu'ils ont une fierté absolue à dire autour d'eux qu'ils sont des philanthropes. Et effectivement, nous avons choisi le mot de philanthropie parce que le mot de solidarité suppose en fait une réciprocité. Quand on est solidaire, ça veut dire que je peux l'être de mon petit camarade, mais que j'attends virtuellement qu'il le soit aussi de moi. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une fraternité. La philanthropie, ça englobe tout ça. C'est de la fraternité, c'est de la générosité, c'est de l'altruisme, c'est de la solidarité, si ce n'est que c'est inconditionnel. Je donne sans rien attendre en retour et c'est pour ça que nous avons voulu porter ce terme. Et puis, amis du genre humain, on n'a quand même pas trouvé mieux voilà, pour dire l'attention qu'on peut porter à l'autre. Seule question sur le sujet pour l'instant, d'accord. Alors, moi ou Chloé? Eh bien, moi. Chloé. Bonsoir à tous. Si vous n'avez pas... Oui, normalement, on a un temps de questions entre chaque partie, mais vu qu'il n'y a plus de questions, on va passer à l'organisation concrète de la mise en place du programme. Normalement, on vous propose un dispositif en 2 temps. C'est assez important de combiner ces 2 temps, un temps de sensibilisation et un temps d'action, pour que les enfants soient réellement sensibilisés et prêts à accomplir leur action, ce qui en fait les responsabilise et ils se sentent d'autant plus acteurs parce qu'ils savent pourquoi ils vont réaliser une action solidaire. Donc on a ces 2 temps, le temps de sensibilisation.
pendant lequel on apprend aux enfants justement ce terme de philanthropie qui est si particulier, mais on leur parle également d'empathie, parce que pour répondre à un besoin, je dois être capable de le comprendre, de mettre à la place de l'autre, et on leur présente les 6 causes pour lesquelles ils peuvent s'engager. Donc on verra tout ça un petit peu plus tard, mais il y a cette partie sensibilisation, puis une fois que les enfants sont sensibilisés à notre sujet, on passe à la phase d'action, donc avec la rencontre de l'association, l'échange avec l'association et la création de notre projet solidaire, ce qui est le point culminant du programme, jusqu'au moment du bilan où on prend un peu plus le temps, on laisse la parole aux enfants pour qu'ils s'expriment sur leur expérience du don, sur leur expérience de la solidarité et de la philanthropie. Alors, évidemment, on vous propose un planning à titre indicatif. Avant, on proposait le programme sur 2 sessions. Maintenant, c'est tout au long de l'année. Donc, si vous souhaitez commencer un petit peu plus tard, vous pouvez tout à fait. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est de commencer le programme vers septembre, octobre, ou même novembre cette année. Les vacances de la Toussaint se terminent début novembre, donc vous pouvez commencer tout à fait après les vacances de la Toussaint. Rencontrer l'association, c'est un temps, ça peut mettre, c'est une étape qui peut demander un petit peu de temps parce qu'il faut trouver l'association qui correspond au thème voté par les enfants. Parfois, il faut compter plusieurs échanges avec le bénévole de l'association, donc il faut faire attention. Et l'idée, c'est de terminer avant les vacances scolaires pour suivre le programme avec une même classe tout au long de l'année. Alors, comme le disait Carole, cette année, nous avons développé une plateforme qui vous permet de mener le programme en autonomie. Donc, normalement, vous avez dû la découvrir puisque vous êtes présent ce soir. Donc, vous avez pu voir que nous vous proposions une formation à l'empathie et à la philanthropie, l'ensemble de nos outils pédagogiques, donc réalisés avec des enseignants, des conseillers pédagogiques ou avec Nathan pour notre première étape, et justement la plateforme de mise en relation avec les associations. Donc, normalement, vous avez dû découvrir ça depuis plusieurs semaines pour certains. Alors tout simplement, pour accéder aux outils pédagogiques, il vous suffit de télécharger tous les éléments qui sont en PDF ou de regarder directement sur notre site les vidéos ou bien encore de les télécharger. N'oubliez pas qu'avant chaque séance de notre première étape et de notre deuxième étape, il y a des petits courriers de Philomène Empathie qui vont vous accompagner, donc il ne faut pas oublier de les télécharger et de les lire à la classe avant de commencer le programme. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le planning, la mise en place du programme? Non? Sur le planning, ça peut vraiment être souple parce que Chloé, effectivement, disait qu'on pouvait tout à fait le commencer après les vacances de la Toussaint. On connaît même des enseignants qui ont commencé le programme après les vacances de Noël. Oui. Après, voilà, il ne faut pas aller au-delà parce que ça risque d'être la course. Hein. Si on veut faire une belle action sereinement, autant prendre son temps. Mais voilà, donnez-vous du temps si besoin. On attend un petit peu avant de recevoir pour recevoir vos questions et avant de passer à une autre étape. Ah, la fameuse question. Alors non, on a mis... La question c'est... Ah oui, pardon, il n'y a donc plus de colis envoyés. C'est vrai que l'année dernière, il y avait un colis mystérieux qui était apporté par des bénévoles, des intervenants dans les classes. Et puisque maintenant les enseignants font le programme en autonomie, nous mettons le kit, si je puis dire, du colis mystérieux sur la plateforme, donc dans l'étape 1. Et en fait, c'est à vous de le télécharger, d'imprimer les différents éléments. Mais nous ne faisons plus d'envoi postal, tout simplement parce que maintenant nous avons 1500 enseignants et nous ne pourrions pas gérer une telle logistique. Donc c'est pour ça qu'on a numérisé tous nos outils pédagogiques.
Et aujourd'hui, en fait, le colis, du coup, se transforme en enveloppe avec quelques documents mystérieux à trouver à l'intérieur pour les élèves. Et puis, un courrier de Philomène Empathie, donc qui est le petit personnage que nous avons créé avec Nathan et qui va servir de fil rouge et qui va interpeller les enfants pour qu'ils puissent mener une enquête et voir jusqu'où les mène la philanthropie. Pas d'autres questions pour le moment, mais n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui vous reviennent au cours et au fil du temps, même sur ce que nous avons dit précédemment, évidemment, nous sommes à votre écoute. Alors, il y a une remarque qui est en train de nous être communiquée. Ah, mes élèves l'ont déjà reçu, il est très facile à fabriquer. Ah, bah merci de vos Merci. encouragements. Oui, c'est très simple. Je dirais presque que c'est fait avec des bouts de ficelle. Alors, j'exagère un peu, mais quand même. Et c'est vrai que l'idée, c'est que ce ne soit pas chronophage pour vous. Il y a des petits déchets à trouver, il y a des petites choses à découper. Donc, ce sera vraiment très facile. Mais pour eux, c'est vrai que ça matérialise quelque chose et voilà, ça donne envie de mener l'enquête. En tout cas, ça les met dans une dynamique de recherche et d'interprétation. Il y a probablement des actions qui se prêtent mieux à certains âges. Donnez-vous des conseils de cet ordre pour choisir l'action? Non. Alors, vous verrez que sur la plateforme, dans le parcours action, il y a une fiche qui recense bon nombre d'actions qui ont été mises en œuvre par les élèves et par les classes, aussi bien par les CM1 que par les CM2. Et honnêtement, on n'a jamais eu de retour de difficultés particulières, probablement parce que les enseignants connaissent bien leurs élèves. Donc, Non, mais après, il y a des projets qui sont souvent choisis, comme les projets intergénérationnels, avec des classes qui vont monter un petit spectacle, donc ça, c'est adapté pour tous les âges, pour aller voir des personnes âgées dans un EHPAD. Après, peut-être quand il y a des campagnes de sensibilisation, c'est peut-être les enfants les plus âgés qui font une petite campagne, mais ils la font différemment. Finalement, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, les projets soient à la hauteur des enfants, que ce soit fait avec leurs propres moyens. Donc, c'est à eux de voir ce qu'ils sont capables de faire et évidemment en dialogue avec l'association. Mais oui, généralement, oui, tous et les enfants vraiment, sont ça peut être des capables. choses très simples comme créer une affiche ou un flyer pour faire la promotion de l'association dans le quartier ou dans l'école. Mais ça peut être aussi effectivement rédiger des comptes pour des personnes âgées. Vous verrez, en fait, dans la liste que nous vous avons mise en ligne, vous trouverez forcément dans ce panel-là une variété qui vous parlera et qui vous aidera à cibler au mieux auprès de vos élèves. Oui, on a un petit souci de bruit périphérique. J'espère que ça ne nous dérange pas dans l'écoute, mais voilà, désolé pour ces petits contretemps techniques. Plus de questions de votre côté, mais continuez à nous les envoyer. Donc, nous allons passer en revue ensemble le parcours sensibilisation. Là aussi, si vous avez des questions très précises, n'hésitez pas à les partager avec nous. Alors, bien évidemment, je ne saurais que vous recommander de lire le guide enseignant qui vous guide pas à pas sur tout ce que vous avez à faire. Voilà, je pense que ce sera quand même une lecture rapide pour vous qui êtes très habitués. Donc, voilà, n'hésitez pas à commencer par cette lecture-là si vous n'avez pas encore pu le faire. Alors, la première étape, alors j'hésite en vous le disant parce qu'on a parlé du colis mystérieux. Effectivement, cette année, c'est devenu une activité optionnelle. À vous de voir si vous pensez avoir le temps de le faire ou pas. Mais la première étape officielle en fait du programme s'appelle Philanthroquois, de l'empathie à la philanthropie. Donc l'objectif en fait c'est de permettre aux enfants de passer du ressenti, de l'émotion à quelque chose de plus construit. En tout cas, voilà, l'idée c'est de les faire
leur faire prendre conscience qu'il y a une différence d'abord entre eux et autrui, de les amener à se distancier de leur propre projection et de leur aider à comprendre que néanmoins ces émotions sont utiles pour comprendre l'autre. Et comme vous le verrez, en fait, nous appuyons sur deux types en fait, de supports pédagogiques pour le faire. Soit un conte dont nous vous avons donné des extraits sur la plateforme, c'est donc soit Barbe Bleue, soit La petite marchande d'allumettes, soit deux films avec Le Kid de Chaplin et La petite marchande d'allumettes, où là, La guerre des boutons, pardon. La guerre des boutons. Voilà, on vous conseille effectivement des extraits, mais si vous voulez regarder l'ensemble des films, évidemment, il n'y a aucun problème. Et à partir de là, soit après avoir lu le conte, ça peut être de façon théâtralisée, soit après avoir visionné les films, vous engagez un débat auprès des enfants. L'idée aussi, c'est de leur montrer qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise sensation ou émotion, mais que c'est une piste à suivre pour comprendre l'autre. Et on vous guide dans les questions à poser auprès des enfants. Je vous le disais, ensuite, d'abord, il y a cette séance facultative sur le colis mystérieux où les enfants vont découvrir des petits indices, en fait, qui vont les mettre sur la voie de la philanthropie. Si vous avez le temps, c'est sympa de le faire parce que c'est assez ludique pour eux. Mais voilà, seulement si vous avez le temps. Autre étape ou étape suivante en fait du parcours sensibilisation, toujours pour progresser dans ce cheminement de l'empathie à la philanthropie, on amène les enfants à réfléchir sur différentes situations de la vie quotidienne, comme sur la petite illustration que nous vous montrons, où là les enfants vont se demander si finalement lequel des deux enfants regarde vraiment la personne qui est à la rue, est-ce que ce serait bien de lui donner des bonbons ou de l'argent, etc. Donc voilà, ça aide à approfondir la question de l'empathie et du don. L'idée, c'est vraiment d'amener les enfants à se demander pourquoi donner, en un seul mot, et puis plus tard, dans une autre séance, pourquoi donner. Voilà, à quelle cause peut-on être sensible? Est-ce qu'il est utile de s'engager pour telle ou telle cause? Et ensuite, toujours dans le parcours sensibilisation, je vous parlais des causes et c'est là effectivement qu'on va les aborder via une revue de presse. Donc là, vous êtes vraiment dans l'éducation aux médias pur jus, mais ça reste quand même une activité ludique. Dans cette revue de presse, en fait, nous avons classé, chaque revue de presse illustre un des thèmes philanthropiques majeurs, comme l'accès à l'art et à la culture, à la santé, à l'environnement, aux droits humains, à l'éducation, à la santé, à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc les enfants découvrent ce que c'est qu'une une, ce que c'est qu'un titre, ce que c'est qu'une photo, une légende, une caricature. Donc c'est un travail voilà, plutôt intéressant et que vous devez faire dans l'année quoi qu'il arrive. Et surtout, là encore, ils vont commencer à découvrir certains aspects de chaque cause. Ils vont commencer à s'interroger, notamment aussi grâce à il y a des petits quiz qui vous sont donnés. Donc, des petites cartes à découper pour les enfants et nous vous donnons bien évidemment les réponses. Vous verrez, c'est une animation assez facile à mener et une bonne introduction de sensibilisation à la cause que les enfants vont avoir à choisir collectivement. Et petit repère sur la plateforme, vous avez un document par thème. Donc une fois que vous téléchargez votre revue de presse sur la culture, dans le même document, vous avez les cartes à découper, les espaces réponses, les réponses, en plus de la revue de presse. Voilà, pour que ce soit... Tout est clé en main. Donc voilà un exemple de revue de presse. En fait, cette revue de presse est tirée d'éléments uniquement de mon quotidien et du petit quotidien. Comme ça, c'est facilement accessible aux enfants, mais rien ne vous empêche, bien au contraire, de vérifier avec eux s'ils connaissent d'autres
titres de presse, et notamment de la presse adulte aussi. Étape finale du parcours sensibilisation, qui n'est pas des moindres, c'est de permettre aux enfants donc, de choisir la cause pour laquelle les enfants souhaitent s'engager collectivement. Alors, pour nous, cette étape-là, elle est essentielle parce que, effectivement, en laissant choisir aux enfants la cause à soutenir, la cause pour laquelle s'engager, c'est vrai qu'on les responsabilise. Hein, là, on les accompagne vraiment dans l'éducation ou dans la construction de leur citoyenneté. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé par les adultes, mais qui va naître d'une réflexion qui leur est propre, qu'elle soit individuelle ou collective. Alors, cette étape commence en fait par des exposés en fait, que vous pouvez leur demander à la suite de la revue de presse. Vous pouvez leur demander de continuer à travailler par groupe sur une thématique. Et puis, alors que ce soit en classe, dans le cadre des travaux numériques, ou que ce soit à la maison, même s'il n'y a normalement pas de devoir à faire à la maison, mais en tout cas, ils peuvent mener des recherches et puis restituer leurs recherches sous forme de grandes affiches et puis d'exposés qu'ils feront en classe. Et à l'occasion des exposés, en fait, tout l'enjeu pour les enfants, ce sera d'aller convaincre les autres groupes de choisir la cause sur laquelle ils ont travaillé dans le cadre de leur projet philanthropique. Donc, il va y avoir tout un travail d'écoute, de débat, d'argumentation. Donc ça a aussi un rôle essentiel dans votre programme pour la maîtrise du langage oral. Et là encore, dans le vivre ensemble, cette dimension de débat est vraiment essentielle à nos yeux. Et une fois que les enfants auront débattu, eh bien, ils voteront. Alors, on vous propose un modèle d'urne à découper et à coller. Et les enfants voilà, vont se livrer à un exercice démocratique de vote avec toutes les frustrations que ça peut avoir. Mais c'est ça aussi l'apprentissage. Et voilà, la majorité décidera de la cause pour laquelle la classe souhaite s'engager. Chloé, est-ce que j'ai tout dit sur le sujet ou... Oui, sur la partie sensibilisation. Sur la partie sensibilisation, oui. On est bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres, des questions maintenant pour le coup sur cette partie sensibilisation? Alors, Thomas me fait signe que oui. Non, pas encore. Mais n'hésitez pas si je n'ai pas été claire, si vous manquez de précision, si je ne sais pas. On peut attendre 2 petites secondes. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes explications. Ok. Non. Eh bien, nous allons passer donc à la deuxième partie du dispositif, qui est le parcours action. Comme vous le disait Chloé, les enfants l'attendent évidemment avec impatience. Pour eux, c'est une aventure personnelle et collective qui a vraiment beaucoup de sens et dont ils témoignent avec beaucoup de fierté à la fin de l'année. Voilà, donc je laisse la parole à Chloé. Merci Carole. Donc là, les enfants... Ah, s'il y a une question, aurons-nous des exemples à donner aux enfants pour chacun des thèmes? Alors oui, comme le disait Carole, vous allez trouver sur la plateforme des exemples d'actions. Dans le guide enseignant également, nous vous avons donné des exemples et on va en parler tout à l'heure. Et de toute façon, vous aurez le PowerPoint et la vidéo de ce webinaire à la fin. Alors, je ne sais pas comment interpréter cette question, mais il y a peut-être une autre façon de l'entendre. C'est concernant les thèmes, effectivement, c'est peut-être des thèmes d'action philanthropique à mener, mais c'est peut-être aussi un peu plus d'éléments à savoir sur chaque thème. Donc vous, enseignants, sur la plateforme, vous pouvez télécharger des fiches qui font 1 page ou 2 pages et qui expliquent l'essentiel de ce qu'il faut savoir de la santé dans le monde, de l'éducation dans le monde. Comme ça vous donnera aussi un peu de grain à moudre
pour en parler avec les enfants. Et normalement, ça vous permettra de gagner du temps et de leur donner des éléments de réflexion et des exemples. Donc, je ne sais pas quelle était la question précisément, mais sachez en tout cas qu'on a voulu aussi vous faciliter le travail avec ça. Ces fiches s'appellent s'engager pour l'éducation, s'engager pour, etc., etc. Plus de questions? Donc nous entrons dans notre partie action. Donc les enfants ont voté et ils sont prêts à agir. Donc l'idée maintenant, c'est de trouver une association qui œuvre pour le thème choisi par la classe. Donc nous vous proposons 3 solutions. Soit vous connaissez une association, c'est souvent le cas, des enseignants ont l'habitude de travailler avec une association et tout simplement ils peuvent les contacter pour organiser un projet solidaire. Soit vous passez par la plateforme, et donc notre plateforme de mise en relation avec un annuaire qui se présente comme ce que vous pouvez voir sur le PowerPoint, des associations qui ont accepté de participer au programme, qui sont référencées sur notre plateforme, qui sont prêtes à vous répondre. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas contacter plusieurs associations en même temps, mais bien attendre d'avoir un refus d'une association pour en contacter une autre. Et ce qu'on demande aux associations, et on espère que ça va se faire, c'est qu'elles vous répondent dans les 72 heures, une fois que vous les avez sollicitées. Alors, évidemment, on commence à constituer cet annuaire sur la plateforme depuis juillet, donc c'est un annuaire qui est en évolution. Donc si vous ne trouvez pas une association référencée sur la plateforme dans le thème choisi à côté de chez vous, que vous ne connaissez pas d'association, n'hésitez pas à nous contacter et nous on vous aide dans cette recherche. Donc on va démarcher des associations proches de votre école. Donc c'est à vous de voir dans quelle situation vous vous sentez le plus à l'aise, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous demander notre aide dans cette recherche, parce qu'on sait que ça peut être un petit peu compliqué, que les associations sont sollicitées. Donc c'est une demande qu'on leur fait en plus, on sait que ça peut prendre du temps. N'hésitez pas à nous demander. Donc une fois que vous avez trouvé votre association, que vous avez contacté l'association, donc ça va être soit un salarié de l'association, soit un bénévole qui va intervenir, généralement pendant 1 heure dans votre classe. Ce que font les enseignants, c'est qu'ils préparent les questions avec les élèves pour qu'il y ait assez de questions et qu'il y ait un débat animé entre le représentant de l'association et la classe. Si c'est un bénévole, la personne va essayer d'expliquer ce qu'est le bénévolat, quels sont ses engagements. Le représentant de l'association va expliquer ce que fait son association, quelles sont ses missions, et instaurer un dialogue avec les enfants pour imaginer quel type d'action solidaire la classe peut monter au bénéfice de cette association. Pas de panique si l'action n'est pas trouvée pendant cette rencontre. Vous pouvez revenir sur le sujet avec la classe par la suite et échanger avec l'association tout simplement en lui disant la classe a compris que vous aviez besoin de brosse à dents pour vos maraudes de cet hiver. Nous allons faire une collecte d'objets d'hygiène. Donc ça peut se faire aussi un petit peu plus tard. Il ne faut pas être surpris non plus si l'association refuse un type d'action. Parce que, par exemple, cette année, on a eu une association qui fait intervenir des clowns auprès des enfants malades dans les hôpitaux. Et la classe voulait absolument donner des doudous. Mais en fait, l'association refusait parce que il faudrait les stériliser, même s'ils sont propres. Ils ne veulent pas faire entrer d'objets de l'extérieur. Donc finalement, il y a une discussion entre la classe et l'association. Et la classe a finalement fait une course et a fait une vente de nez rouge qui était un petit goodies de l'association. Et a fait une course solidaire. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y a vraiment un dialogue et que les enfants répondent à un besoin précis de l'association, mais qu'ils ne projettent pas une envie qui ne répondrait pas à un besoin précis à un moment donné. Juste si je peux rajouter une petite chose sur l'accueil de l'association. Si vous voulez théâtraliser en fait, théâtraliser, en tout cas animer
l'accueil de l'association, vous pouvez aussi proposer aux élèves, et on a une fiche qui va dans ce sens-là sur la plateforme. Vous pouvez proposer aux élèves de d'accueillir ou d'interroger en fait le responsable de l'association sous la forme d'une interview, d'un faux journal télévisé ou quelque chose comme ça. Et surtout, alors c'est un message qu'on passe aussi aux bénévoles ou aux intervenants des associations, mais pensez à veiller à déterminer en fait avec eux en amont le matériel dont ils peuvent avoir besoin, un vidéoprojecteur ou voilà, ou un ordinateur, caler ça avec eux pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Donc on en vient à l'organisation de l'action de soutien. Ce qui est important, c'est que, et on insiste là-dessus, les actions sont toujours à la portée des enfants, parce qu'on a souvent des enseignants qui disent mais ça va être long et compliqué. En fait, c'est une action qui peut prendre une demi-journée ou 1 heure une fois par mois pendant 3 mois. C'est à vous de choisir selon vos disponibilités, selon votre programme. Et n'hésitez pas à faire mettre des actions en place que vous faites déjà, en fait, tout simplement. On a beaucoup de spectacles dans des maisons de retraite, des récitations de poésie, des danses. Donc, l'idée, c'est pas non plus de trouver un projet complexe et forcément très, très original. Il faut tout simplement que ce soit à la portée des enfants et n'hésitez pas à faire ce que vous avez l'habitude de faire. On insiste aussi sur le fait que dans le programme de l'école de la philanthropie, la collecte n'est pas favorisée, mais si une association, comme l'association dont je parlais tout à l'heure, ne fonctionne que comme ça et a besoin d'une collecte, c'est important pour nous qu'elle soit accompagnée d'une campagne de sensibilisation pour qu'il y ait aussi un sens donné à ce don. Mais voilà, nous, on préfère toujours parler du don de temps, d'énergie, de compétences. Donc il faut toujours expliquer s'il y a une collecte, pourquoi on fait les choses et parler du thème qu'il y a autour. Donc, essayer de développer vraiment d'autres compétences. C'est pour ça que si les élèves sont amenés, par exemple, à construire une affiche ou des flyers et vont ensuite présenter leur démarche dans toutes les classes de l'école, ça a une vraie valeur ajoutée pédagogique que juste vendre. Ce qui est déjà pas mal en soi, hein, mais je ne vais pas vendre 3 pains au chocolat à la récré. Il y a une prise de parole en public, il y a la construction d'un discours. Et pour certains enfants, en fait, c'est la première fois qu'ils prennent la parole comme ça devant un petit public, le public étant l'autre classe, mais ça peut être un bon exercice pour les enfants. Et donc, on arrive à notre 3e étape, l'étape de bilan. Donc, une fois que les enfants ont réalisé leur action solidaire, qu'il y a eu la restitution de l'action, par exemple si c'est une collecte à l'association, nous organisons des restitutions. Donc les restitutions peuvent se faire au sein de votre classe, peuvent se faire au sein d'une salle de la mairie si on s'est organisé en amont, qu'il y a une mairie qui prête une salle qui est proche de l'école. En fait, tout est possible, il faut juste s'organiser, savoir s'il y a plusieurs classes qui participent au sein de la même commune. Ça, c'est une question d'organisation, mais on reviendra vers vous plus tard si on peut justement organiser des temps de restitution entre classes, entre écoles, au sein d'une salle de mairie. Ce qui est important, c'est que c'est un temps qui est valorisant pour les enfants parce qu'ils doivent retranscrire ce qu'ils ont vécu, ils doivent parler de leur expérience, que ce soit sous forme d'affiches, comme on le voit sur le PowerPoint, sous forme de petites pièces de théâtre, de petits sketchs. L'idée, c'est vraiment d'exprimer ce qu'ils ont ressenti et vécu pendant cette expérience du don. Donc c'est le moment final du projet et c'est toujours gratifiant pour les enfants et ils sont très heureux de le faire. Et surtout quand il y a d'autres classes, il y a une certaine fierté à parler de son projet, quand il y a les parents aussi. Donc c'est un moment qui peut réunir les enfants, les parents, les bénévoles de l'association bénéficiaire qui sont très fiers de voir le résultat de l'action des enfants. C'est un beau moment de réunion pour tout le monde. Et alors, justement, on en parlait,
quel type d'action on peut mener. Donc, on vous le disait, il y a souvent des projets intergénérationnels, des collectes, comme avec la banque alimentaire, des projets avec des enfants malades, qui sont souvent choisis par les enfants parce qu'ils se sentent particulièrement touchés. Ça peut être des spectacles. Oui, pour les personnes isolées. Enfin, en fait, là, on a une pièce de théâtre, une collecte, mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment une diversité d'actions qui est possible. Et voilà, ça doit être fait dans l'échange, dans le dialogue avec l'association. Et l'idée, c'est vraiment que les enfants mènent une action qui soit vraiment utile à l'association et qui ne soit pas seulement un prétexte à leur action, parce que ça, ils vont le sentir très vite. Et l'idée, ça n'est pas de les manipuler ou d'en faire des enfants sandwich, mais qui vont porter un message sans utilité. Mais l'idée est vraiment que tout cela serve. Alors, pour le coup, on a plusieurs questions. Je lis la question. On contacte l'association après le vote ou plusieurs associations qui seront soumises au vote des enfants? Alors non, le vote se fait pour choisir le thème d'engagement. Donc on vote soit pour la santé, soit pour l'environnement, l'accès à l'art et à la culture, les droits humains, l'éducation. Et une fois que les enfants ont voté pour leur thème, vous pouvez partir à la recherche d'une association et vous contactez une association après l'autre. Donc par exemple, si les enfants ont choisi le thème de la pauvreté et de l'exclusion, vous regardez sur la plateforme, vous voyez qu'il y a la banque alimentaire qui a une antenne à côté de votre école et vous leur proposez d'être bénéficiaire de l'action des enfants. Et c'est aussi important éducativement, en fait, de ne pas s'attacher, par exemple, à la notoriété d'une association, mais de comprendre qu'il y a d'abord des enjeux humains globaux, et ensuite, il peut y avoir plusieurs moyens de les résoudre, et du coup, plusieurs associations, qu'elles soient petites ou grandes. Voilà, parce que les enfants auraient évidemment plutôt tendance à choisir des noms d'associations qui leur parlent parce qu'ils en auraient entendu parler dans les médias. Ouais, et je crois qu'il est important effectivement de s'attacher d'abord à la cause. Alors on a une deuxième question. Est-ce que l'action peut durer jusqu'à la fin de l'année, une fois par semaine ou tous les 15 jours? Alors nous, dans notre petit planning, on propose de commencer l'action de soutien en mars, vers mars ou jusqu'à mai. Si par exemple l'action de soutien est un spectacle ou une comédie musicale pour des personnes, je prends toujours cet exemple, mais il est assez récurrent, dans une maison de retraite, vous pouvez tout à fait consacrer une heure toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour répéter ce spectacle. Après, si c'est une action qui consiste à faire un ramassage de déchets et une campagne de sensibilisation, bon, vous n'allez peut-être pas ramasser des déchets avec la classe une fois par semaine, si vous le souhaitez, mais peut-être que vous pouvez développer une campagne une fois par semaine et créer une affiche, puis créer peut-être une petite vidéo. Donc c'est tout à fait possible, en fait, de prolonger l'action et en fait, vous pouvez, et surtout qu'on vous propose des ressources complémentaires sur la plateforme. Donc si vous avez déjà épuisé toutes les ressources obligatoires, vous pouvez toujours utiliser les ressources annexes et oui, mettre en place l'action et compléter une fois par semaine. En tout cas, sur l'action et le temps qu'elle peut mener, vous êtes seul juge. Et pour le coup, c'est à vous de la planifier avec les enfants. Alors, c'est d'ailleurs très intéressant d'entrer avec eux dans cette gestion de projet, de faire en sorte de répartir les responsabilités entre enfants, entre groupes d'enfants, et puis d'essayer de voir avec eux un petit planning pour savoir combien de temps on peut mettre pour faire ci et ça, et que vous décidiez ensemble d'y consacrer une séance par semaine ou tous les 15 jours, à voir.
Et on a une dernière question. Est-ce que toutes les associations de France qui sont sur votre plateforme connaissent l'école de la philanthropie? Alors, les associations qui sont présentes sur notre plateforme le veulent, oui. Nous les avons contactées pour leur proposer le programme. Elles adhèrent aux valeurs du programme et elles sont prêtes à être contactées par les classes. Sinon, elles ne seraient pas présentes sur la plateforme. Et c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les associations qui œuvrent en France sur notre plateforme. Mais on ne désespère pas. Pourquoi pas un jour. Et cela dit, si vous connaissez des associations qui ne sont pas référencées sur la plateforme, n'hésitez pas à leur proposer de nous contacter si ça les intéresse, parce qu'elles pourront faire le bonheur d'autres classes également, si elles sont présentes dans d'autres départements ou même dans le même département que le vôtre et qu'elles ont envie de se faire connaître. Ben c'est très volontiers qu'on étudiera leur candidature. Plus de questions. Bon. Alors, deux petits suppléments, compléments d'informations et des événements qu'on avait envie de partager avec vous. Ça fait plusieurs années que l'école de la philanthropie en fait réfléchit à une étude en fait sur l'impact de son programme, à la fois pour s'assurer qu'il est bien utile et aussi pour imaginer quel développement, quelles améliorations on pourrait y apporter. Et cette année, en fait, l'opportunité nous est donnée de bénéficier gracieusement d'une étude d'impact avec deux chercheuses et leur équipe donc, du CNRS. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de classes qui suivent le programme, qui ont accepté en fait d'être des classes tests, mais nous cherchons aujourd'hui des classes contrôle, c'est-à-dire des classes qui n'ont pas et ne vont pas suivre le programme cette année, mais qui accepteraient de donner une demi-journée pour pouvoir subir les mêmes petits questionnaires. Et là, on a vraiment besoin de votre aide parce qu'on n'arrive pas à en trouver suffisamment. Donc, il faudrait que ce soit des classes de CM1 ou de CM2. Si possible de votre école, mais ça peut être, si vous connaissez des enseignants qui travaillent ailleurs, ça peut être exactement tout aussi intéressant pour l'étude. Mais voilà, des classes qui n'ont jamais fait le programme de l'école de la philanthropie, en tout cas ne le font pas cette année. Des classes de CM1, CM2 qui accepteraient à partir de maintenant, enfin en tout cas, oui, avant les vacances de la Toussaint et puis une nouvelle fois en fin d'année scolaire, de suivre des petits tests où on va effectivement interroger les enfants sur leur capacité mnésique, sur le vivre ensemble, etc. Évidemment, les questionnaires sont anonymes, donc il n'y a pas de risque de manipulation des données autres que pour des études statistiques. Et en fait, ce sont des tests qui se passent en petits groupes. Au sein de la classe, l'enseignant n'a rien à faire. Il peut même continuer l'activité prévue pour la classe ce jour-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lourd à prendre en charge, bien au contraire. Mais ça nous aiderait vraiment à faire aboutir cette étude qui est pour nous voilà, une occasion exceptionnelle de la mener cette année. Donc, n'hésitez pas à en parler à des enseignants autour de vous et à nous contacter. Notre mail, c'est contact@écoledelaphilanthropie.org, mais vous retrouvez l'adresse mail sur la plateforme, bien évidemment. Et alors, une autre petite proposition, si ça fonctionne, qui est en fait le Giving Tuesday. En fait, c'est une opération qui va avoir lieu pour la deuxième fois en France, mais qui existe depuis une douzaine d'années partout dans le monde, dans environ 150 pays, qui se mobilisent en fait le même jour. Cette année, ce sera le 3 décembre. Et en fait, c'est une action qui a été créée en réaction, c'est pas le mot juste, mais constatant effectivement qu'il existait le Cyber Monday, les soldes en ligne, le Black Friday, surtout dans les pays anglo-saxons, mais vous avez vu à quel point ça s'était importé en France. Et l'idée est de se dire, enfin non pas nécessairement de stigmatiser la consommation, mais de se demander comment il serait possible voilà, tout simplement de donner ou de faire autre chose de son argent ou de son temps que de consommer. Et donc cette
action, elle est là pour alerter la société civile là-dessus. C'est une initiative de la société civile. Alors cette année, on a de la chance parce que le gouvernement devrait la soutenir et le ministère de l'Éducation nationale devrait vous écrire dans ce sens-là. Mais nous serions ravis que vous vous embarquiez dans cette opération. On vous propose une petite activité supplémentaire qui est assez simple, c'est de proposer à vos élèves de réfléchir sur le don, de dire en quoi le don est important et de créer des petits messages sur des petits cartons qu'ils vont pouvoir ensuite afficher sur une main géante. Alors on vous donne le patron de la main à imprimer, à recomposer, que vous pourrez afficher dans le préau et les autres classes, si vous le souhaitez, pourront participer. Les élèves peuvent éventuellement aussi faire le tour des autres classes pour leur expliquer la démarche. C'est une démarche très simple, très participative qui devrait être aussi bien relayée par les médias. Et nous sommes sûrs aussi que les enfants voilà, partageront ça aussi en famille. Juste pour partager avec vous ces petits bonheurs, l'année dernière, on a eu des enfants qui nous ont écrit des messages comme tout simplement le don c'est bon, et puis qui nous ont dit aussi le don ça rend vivant. Alors voilà, quand on entend ça, pour nous c'est du vrai bonheur et ça donne beaucoup de sens et beaucoup d'envie de continuer. Donc nous allons communiquer auprès de vous sur cette initiative. On vous enverra un petit mail dans ce sens-là. Et puis un petit mail aussi sur un partenariat que nous avons avec un film qui s'appelle Demain nos enfants, qui va sortir très très prochainement. Un joli documentaire sur des enfants du monde qui s'engagent. Voilà, on vous laissera découvrir. On espère que ça vous plaira. Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues, Thomas, ou pas? Une remarque. Une remarque qui nous arrive. Quel mystère pour nous. Alors, dans une école et un collège à côté de Carcassonne, ce sera fait. Waouh, super! Bah, écoutez, une super nouvelle pour nous, un grand plaisir. Ben, envoyez-nous un mail pour nous raconter, pour nous dire ce que vous avez vécu, comment vous le faites. Est-ce que ça a porté de beaux fruits ou au contraire, est-ce que vous avez connu des difficultés? Si on peut vous aider, n'hésitez pas. Si vous communiquez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Facebook ou Twitter, pour qu'on puisse relayer vos messages et vos initiatives. Ou ce sera également fait dans une école à l'île de la Réunion. Waouh, waouh, waouh! Alors là, on demande à voir. Hein. On rêvera et on sera avec vous. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est que voilà, tout le territoire français sera réuni dans des moments aussi forts. On a beaucoup d'enseignants de l'île de la Réunion, donc on est très 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 heureux de vous avoir à bord et ça a d'autant plus de sens pour nous de voir des territoires parfois un peu éloignés se joindre au programme. En tout cas, on a très envie de faire vivre la communauté, éventuellement favoriser le partage de bonnes pratiques. Donc tout ce que vous pourrez nous apporter, on le prend. Ce sera aussi pour nous évidemment une source de motivation, mais aussi une façon d'améliorer ce qu'on peut vous offrir et vous proposer. Alors un petit mot. Ah, comme c'est gentil. Alors quelqu'un nous dit un grand merci à vous pour votre présentation très claire et qui donne bien envie de la mettre en œuvre avec les enfants. On vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur dans ce parcours philanthropique, dans ce parcours de solidarité et de générosité. Évidemment, vous savez, vous semez des petites graines qui un jour feront des adultes convaincus et engagés et moteurs dans leur société. En tout cas, c'est pour ça qu'on agit à vos côtés et qu'on vous propose ces ressources. Voilà, donc on espère entendre parler de vous bien prochainement. Nous allons quand même vous envoyer une mini-évaluation pour que vous nous disiez ce qui allait dans cette présentation, ce qui peut être amélioré, idem dans les ressources. Et puis surtout, on partage avec vous la présentation PowerPoint
et la vidéo de notre magnifique intervention. Rien d'autre, Chloé? Non. C'est bon. Un grand merci, surtout d'avoir tardé et pris sur votre temps personnel et sur votre vie familiale pour participer à ce petit échange, même si on n'entend pas vos voix, on pense bien à vous d'ici et à très bientôt par mail ou par téléphone, on l'espère. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.